Ma sœur Bérénice a raillé ma robe d'enterrement, bon marché, devant tout le monde, me traitant d'échec de la famille. Elle pensait que j'étais la fille ratée qui tenait à peine la vieille boutique de maman. Elle ignorait que cette robe, bon marché, coûtait 30 000 €, que je possédais la marque, Valérie, pour laquelle elle posait, et que sa lettre de licenciement était déjà signée et envoyée. Mon nom est Clotilde, et voici comment j'ai repris le contrôle de mon héritage et leur ai montré qui j'étais vraiment. Bonjour à tous, et merci de me rejoindre. Avant de plonger dans cette histoire de famille, de secrets et de finances, je suis curieuse. D'où m'écoutez-vous? De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez-moi un commentaire ci-dessous, j'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. Maintenant, revenons à cet enterrement. La pluie de Biarritz était fine, glaciale, et persistante. Un crachin qui s'infiltrait sous les cols et dans les cœurs. L'air marin de l'Atlantique, d'habitude si vivifiant, était lourd, saturé du parfum écœurant des lys blancs qui débordaient de l'église Sainte-Eugénie. C'était l'enterrement de ma mère. Le genre d'événement qui, dans une famille normale, aurait dû nous unir, ou au moins nous imposer une trêve. Mais ma famille n'a jamais été normale. Chez les Moreau, les funérailles sont une compétition. Une occasion de plus de compter les points, d'évaluer les alliances et de juger les apparences. Je suis arrivée dans ma Twingo d'il y a 15 ans. Le moteur a protesté dans la rue en pente avant que je ne trouve une place, coincé entre le Porsche Cayenne rutilant que Bérénice, ma sœur aînée, avait loué pour l'occasion, et la Mercedes classe flambant neuve de mon frère, Aurélien. Je suis Clotilde, 42 ans, la Benjamine. La créative. L'artiste. Dans le dictionnaire de la famille Moreau, ce sont des synonymes polis pour rater. J'ai coupé le contact et j'ai pris une grande inspiration. J'ai lissé ma robe. Une simple robe noire. Pas de fioritures, pas de logo, pas de signe extérieur de richesse. Juste une coupe impeccable, un tissu qui bougeait comme de l'encre. J'avais hésité ce matin, puis je m'étais souvenu de ce que maman disait toujours, l'élégance, ce n'est pas se faire remarquer, c'est se faire reconnaître. Je les ai vus sur le parvis, formant un comité d'accueil indigne. Bertrand, mon père, 70 ans, droit dans son costume Armani, un peu démodé, mais il ne le savait pas. Il saluait les invités avec la poignée de main ferme d'un promoteur immobilier qui pense encore posséder la ville, alors que je savais qu'il était au bord de la faillite. À ses côtés, Aurélien, 44 ans, le banquier d'affaires parisien, l'archétype du « Golden Boy » de la défense, vérifiant ostensiblement ses emails sur son téléphone tout en hochant la tête d'un air grave aux condoléances. Il n'écoutait pas. Il ne faisait que performer. Et puis, il y avait Bérénice. 45 ans. L'aînée. L'ex-mannequin dont la carrière avait atteint son pic 10 ans plus tôt et qui s'accrochait désespérément à son statut d'influenceuse sur Instagram. Elle était magnifique, il fallait le lui accorder. Un maquillage parfait pour résister aux larmes, un voile de créateur savamment posé. Elle m'a vu. Son regard a glissé sur moi, de la tête aux pieds. J'ai vu ce regard 1 million de fois. C'est un mélange de pitié et de dégoût. Un sourire mauvais, à peine dissimulé, a étiré ses lèvres parfaitement dessinées. Elle a attendu que tante Isabelle et oncle Gérard soient assez proches pour entendre. Clotilde, sa voix aiguë, habituée au brunch mondain, a transpercé le murmure des conversations. « Tu as mis ça pour l'enterrement de maman ?» Le silence s'est fait. Tante Isabelle a eu un mouvement de recul gêné. Je sentais chaque regard se poser sur moi, sur ma simple robe noire. « C'est une robe noire, Bérénice » ai-je répondu doucement. « Une robe noire ? On dirait un sac poubelle coupé en deux. C'est une honte. Franchement. » Elle s'est tournée vers notre tante. Elle n'a aucun respect. Maman méritait mieux que ça. Elle a fait un geste dédaigneux de sa main manucurée. Enfin, elle a ajouté avec un soupir théâtral, « Je suppose que les temps sont durs pour toi, n'est-ce pas ? Avec ta petite boutique. C'est difficile, la vie d'artiste. » Mon père s'est approché, posant une main lourde sur mon épaule. Pas un geste de réconfort. Un geste de possession. Ta sœur a raison, Clotilde. C'est gênant. Tu aurais pu faire un effort. Maman méritait le respect. Aurélien a enchaîné,
me tapotant la tête comme si j'avais 8 ans. Ne t'inquiète pas, petite sœur. On ne t'en veut pas. Quand tout cela sera réglé, il a fait un geste vague vers le cercueil, je dirai à mon expert financier de jeter un œil à ton problème. On te trouvera bien une petite allocation. On ne va pas te laisser tomber. L'humiliation était totale. Publique. Devant le cercueil de ma mère. Il m'offrait la charité pour un problème que je n'avais pas, pour une vie qu'il m'avait inventée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit un mot. J'ai baissé la tête. Mais ce n'était pas de honte. C'était pour cacher le sourire glacial qui se dessinait sur mes lèvres. Car Bérénice avait raison. Les temps étaient durs. Pour elle. Ce qu'elle ne savait pas. Cette simple robe noire, bon marché? C'était un prototype. Une de mes propres créations, sortie de l'atelier de ma maison de couture. Une pièce unique en crêpe de soie italien, coupée à la main. Valeur, 30 000 €. Les escarpins, Valérie, qu'elle portait avec tant d'arrogance, pensant qu'il la plaçait au-dessus de moi? Je suis la propriétaire de la marque Valérie. Je l'ai rachetée il y a 3 ans. Son précieux contrat d'ambassadrice, la seule chose qui payait son loyer exorbitant à Neuilly? Ma fidèle assistante, Hélène, avait envoyé l'email de résiliation il y a exactement 90 minutes. La raison officielle, violation des clauses éthiques. La vraie raison? Elle se tenait juste devant moi. Il me voyait comme la petite souris grise, la fille ratée qui s'accrochait à une vieille boutique de tissus. Il ne savait pas que cette souris possédait le fromage, la cave, et le terrain sur lequel la maison était bâtie. J'ai regardé mon père, mon frère et ma sœur. Ils n'étaient pas là pour pleurer maman. Ils étaient là pour leur héritage. Ils pleuraient la fin de leur source de revenus. La comédie était terminée. La vraie pièce allait commencer. Le lendemain, j'ai pris le premier vol Biarritz-Paris. 1h30 dans les airs, loin de l'hypocrisie de la côte basque. Le TGV aurait été plus reposant, mais le temps pressait. La grisaille de Paris m'a accueilli comme une couverture familière. J'ai récupéré ma Twingo au parking longue durée d'Orly. Le moteur a démarré au quart de tour. Elle était vieille, mais fiable. Contrairement à ma famille. J'ai conduit jusqu'au 11e arrondissement, loin du luxe ostentatoire du 8e ou du 16e où Aurélien et Bérénice avaient leurs appartements. Je me suis garé sur la rue de Charonne. La Tisserande. De l'extérieur, la boutique de maman n'avait pas changé depuis 30 ans. Une façade en bois peint, couleur vert amande, un peu écaillée. Une vitrine simple, presque austère, avec quelques rouleaux de tissu de lin et un vieux mannequin en osier. Pour ma famille, c'était le symbole de ma vie étriquée, de mon manque d'ambition. Le boulet que maman m'avait laissé, par pitié. J'ai poussé la lourde porte en bois. La petite cloche a sonné, un son cristallin qui était toute mon enfance. L'odeur m'a enveloppée, un mélange complexe de lin brut, de poussière de craie de tailleur, et le parfum subtil du thé Earl Grey que maman buvait à longueur de journée. Hélène était là. Elle était assise derrière le comptoir massif en chêne, comme elle l'avait été tous les jours depuis 40 ans. Hélène, 65 ans, ses cheveux gris coupés courts, ses lunettes sévères perchées sur son nez. Elle avait été la gérante de maman, son bras droit, sa confidente. Aujourd'hui, elle était la mienne. Elle était la gardienne du temple. Elle a levé les yeux de son livre de comptes. Clotilde, ma chère. Elle n'a pas souri. Hélène ne sourit jamais. Mais ses yeux se sont adoucis. Je vous ai préparé du thé. Elle m'a tendu une tasse fumante. Comment c'était? Comme prévu, ai-je dit en m'asseyant sur le vieux tabouret où je faisais mes devoirs à 10 ans. Bérénice a joué son numéro de diva, Aurélien m'a offert sa pitié condescendante, et papa? Papa a été papa. Hélène a hoché la tête. Les vautours. Les vautours, ai-je confirmé. Vous voyez, la Tisserande n'était pas une simple boutique. C'était un sanctuaire. Et c'était, surtout, un leurre. Ma famille pensait que je vivotais en vendant quelques mètres de tissu à des couturières du quartier. La vérité? Ce magasin était le cœur battant, le centre névralgique d'un empire. Maman était une femme brillante.
bien plus brillante que mon père ne l'a jamais cru. Elle avait vu la cupidité de son mari et de ses aînés grandir année après année. Elle savait qu'à sa mort, ils allaient dépecer son héritage comme une carcasse pour s'acheter de nouvelles voitures et financer leur vie de mensonge. Alors, il y a 20 ans, elle a commencé à construire quelque chose en secret. Avec moi. Sa fille ratée. La boutique était notre façade. Le bureau à l'arrière, que ma famille prenait pour un débarras poussiéreux, était le véritable centre de commandement. Ce n'était pas une Batcave high-tech. Pas besoin. C'était plus intelligent. Hélène, depuis ce bureau minuscule sentant la naphtaline et le vieux papier, gérait un réseau complexe de sociétés holdings et de trusts. Le véritable siège social du groupe Moreau, CM pour Clotilde Moreau, était un étage entier d'un immeuble de bureaux anonymes à La Défense. Un endroit sans âme, loué sous un nom de société écran, où personne ne connaissait mon visage. Je n'étais qu'un nom sur des documents juridiques, c'est Moreau. Une entité. Un fantôme. La richesse n'était pas dans des sous-sols secrets. Elle était dans des portefeuilles d'actions, des brevets de design, des propriétés intellectuelles, et des participations majoritaires dans des dizaines de marques de luxe à travers l'Europe. Des marques comme Valérie. Hélène a ouvert son ordinateur portable, posé ironiquement à côté de la vieille caisse enregistreuse en laiton qui ne servait plus qu'à la décoration. La situation, dit-elle d'un ton neutre, comme si elle lisait une liste de courses. Elle m'a montré les chiffres. Ils étaient pires que je ne le pensais. Bertrand, papa, 15 millions d'euros de dettes personnelles. Ses derniers projets immobiliers à Biarritz étaient insolvables, bâtis sur des prêts toxiques. Les banques allaient saisir. Aurélien, frère, sous enquête officielle de l'AMF. L'autorité des marchés financiers. Il était soupçonné de délit d'initié et de structuration de prêts prédateurs. Sa carrière était terminée, il ne le savait juste pas encore. Bérénice, sœur, 80 000 euros de dette sur 3 cartes de crédit, premium. L'appartement de Neuilly était loué à un prix exorbitant. Son contrat avec Valérie était sa seule source de revenus. Et il venait de disparaître. Ma famille n'était pas riche. C'était une illusion. Une maison de cartes construite sur l'orgueil et l'arrogance. Et le vent venait de se lever. Ils vont appeler, dit Hélène, fermant l'ordinateur. Je sais, ai-je répondu en buvant mon thé. Qu'ils appellent. Hélène m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre mère aurait été fière, Clotilde. Vous avez protégé son œuvre. J'ai regardé un portrait de maman, jeune, assise à sa machine à coudre, le regard vif et intelligent. Pas encore, Hélène. Pas tout à fait. Hélène leva les yeux de son iPad, qu'elle sortit de sous le comptoir. Bérénice a reçu l'email de licenciement. Elle a essayé d'appeler le PDG de Valérie 13 fois. J'ai souri. Elle ne sait pas que le PDG, c'est moi. J'ai passé le reste de l'après-midi dans l'arrière-boutique. Officiellement, je faisais l'inventaire de printemps. Une excuse que j'avais servi à ma famille pendant des années pour justifier mes longues heures passées ici. En réalité, je mettais de l'ordre dans les affaires personnelles de maman. C'était plus difficile que d'affronter Bérénice. Chaque tiroir que j'ouvrais libérait une bouffée de son parfum, un souvenir. Ses ciseaux en argent. Ses carnets de croquis. Dans le tiroir inférieur de son bureau en chêne massif, celui qui coinçait toujours, sous une pile de catalogues de tissus d'une autre époque, j'ai trouvé une boîte en fer. Une vieille boîte à biscuits, LU, des années 70. Elle n'était pas fermée à clé. Maman ne croyait pas aux serrures. Elle croyait à la dissimulation. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de photos, pas de souvenirs d'enfance. Il y avait des lettres. Pliées en 4. Des courriers officiels. Mon sang s'est glacé avant même que je ne commence à lire. Ce n'étaient pas de vieilles factures. C'étaient des copies de courriers échangés avec Maître Dubois, l'avocat de la famille, datant d'il y a 6 mois. 6 mois. Le moment exact où maman avait reçu son diagnostic final. Le moment où elle avait commencé la chimiothérapie. Le moment où elle était au plus faible. J'ai lu. Et la tristesse qui m'avait envahi à Biarritz s'est transformée en une rage froide, pure, une lame de glace dans ma poitrine.
Les lettres provenaient de Maître Dubois. Mais elles n'étaient pas adressées à maman. Elles étaient adressées à Aurélien et Bérénice. Mon frère et ma sœur. Alors que maman luttait pour sa vie, alors qu'elle vomissait ses entrailles à cause du traitement, alors que je passais des nuits sur un fauteuil à l'hôpital en lui tenant la main, eux n'étaient pas là. Ils étaient dans le bureau lambrissé d'un avocat du 8e arrondissement. Ils avaient secrètement entamé une procédure judiciaire. Leur but ? Je l'ai lu, noir sur blanc, dans un jargon juridique qui ne pouvait cacher la laideur de l'acte. Ils demandaient la mise sous tutelle de leur mère, Madame Moreau, arguant qu'elle n'était plus capable de gérer ses affaires en raison de sa maladie et des médicaments lourds qu'elle prenait. Et ce n'était pas tout. Ils demandaient également une évaluation psychologique pour moi, leur sœur, Clotilde Moreau. Ils affirmaient que mon retrait social, mon incapacité à maintenir un emploi stable, en dehors de ce qu'ils appelaient le hobby de maman, et mon attachement quasi pathologique à la boutique prouvaient que j'étais mentalement instable et facilement manipulable. Leur objectif final était limpide, écrit dans le dernier paragraphe, obtenir la tutelle conjointe des biens de maman pour protéger son patrimoine. Et la première action qu'ils comptaient entreprendre était la liquidation immédiate et totale de la Tisserande, jugée non rentable. Ils voulaient vendre. Vendre la seule chose que maman aimait. La seule chose qu'elle avait construite de ses propres mains. La vendre pour récupérer l'argent avant même qu'elle ne soit morte. Et ils voulaient me faire interner pour m'écarter de leur chemin. J'ai trouvé la réponse de Maître Dubois. C'était un homme bon, un ami de maman depuis l'école de design. Sa réponse était un chef-d'œuvre de mépris juridique. Il les informait que leur demande était non seulement moralement répréhensible, mais aussi légalement infondée, car il avait rencontré leur mère la veille et l'avait trouvée parfaitement lucide et plus vive d'esprit que deux réunis. Il terminait en disant qu'il informait immédiatement sa cliente de cette tentative de prédation familiale. Puis j'ai vu la dernière lettre. Elle était au fond de la boîte. Elle n'était pas tapée. L'écriture était tremblante. C'était celle de maman. Elle m'était adressée. Ma chérie Clotilde, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Ne sois pas triste. Mais sois en colère. J'ai reçu la lettre de l'avocat. Je savais qu'ils étaient cupides, mais je ne les savais pas si cruels. Clotilde, ton secret est notre force. L'empire que nous avons construit, protège-le. C'est ton héritage. Ne laisse pas les vautours le prendre. Ils t'ont sous-estimé toute ta vie. Fais de cette erreur leur chute. Je t'aime. Sois forte. Maman. Mes mains tremblaient. Les larmes coulaient sur mes joues, chaudes, silencieuses. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de fureur. L'humiliation à l'enterrement. Les regards de pitié. Les offres généreuses. Ce n'était pas juste de l'arrogance. C'était la continuation de leur complot. Ils m'avaient craché au visage après avoir essayé de poignarder maman dans le dos. J'ai essuyé mes larmes. J'ai replié la lettre. Je l'ai mise dans la poche de ma robe. La robe de 30 000 €. À cet instant, j'ai su que la pitié n'était plus une option. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de justice. Pour maman. Je me suis assise là, dans le silence de la boutique, en tenant cette lettre. Dites-moi, honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous pardonné ? Ou auriez-vous fait ce que j'ai décidé de faire ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais seule à ressentir cela. La rage est un carburant puissant. Elle ne disperse pas, elle focalise. Elle clarifie l'esprit. Toute trace de tristesse ou d'hésitation avait disparu. Je n'étais plus Clotilde la rêveuse, la petite artiste perdue. J'étais C. Moreau, la PDG du groupe Moreau. Et j'avais une promesse à tenir. J'ai appelé Hélène, qui était en train de fermer la partie publique de la boutique. Hélène, annulez mes rendez-vous de la semaine. Contactez Maître Véron, notre chef du juridique, un homme qui faisait trembler les avocats adverses, dites-lui que nous passons à l'offensive. Sur tous les fronts. Activez les dossiers Bertrand Immobilier, Aurélien Duvaux et Bérénice Valérie. Tous. Maintenant. Hélène m'a regardé,
a vu la lettre de maman dans ma main, et a simplement hoché la tête. Bien, madame. J'étais en train d'examiner les derniers croquis de la collection automne-hiver que mon équipe de design m'avait envoyé de notre studio principal, celui de la Défense, pas celui-ci, quand mon téléphone professionnel a sonné. Pas le portable personnel que ma famille connaissait, mais la ligne sécurisée que je gardais dans le tiroir caisse du bureau de maman. L'identifiant de l'appelant m'a fait froncer les sourcils. AMF, Autorité des marchés financiers. J'ai pris une profonde inspiration. Allô, Moreau à l'appareil. Madame Moreau? Ici l'inspecteur Revel, de l'AMF. Nous vous remercions de prendre notre appel. Nous savons que vous êtes une personne très discrète et difficile à joindre. Je suis occupé, inspecteur. Que puis-je pour vous? Nous enquêtons sur les pratiques de la banque privée du Vaud, particulièrement sur leur département des investissements créatifs. Il semblerait qu'ils aient utilisé des tactiques prédatrices. Des prêts toxiques, des clauses abusives, spécifiquement ciblées sur de jeunes créateurs de mode à Paris. Mon cœur a manqué un battement. La banque privée du Vaud. La banque d'Aurélien. Le département dont il était le directeur et dont il était si fier. Nous savons, continua l'inspecteur, ignorant mon silence, que le groupe Moreau est un investisseur majeur dans le secteur de la mode émergente. Vous financez de nombreux jeunes talents. Ironiquement, plusieurs des victimes de Duvaux étaient des créateurs que vous aviez précédemment soutenus ou que vous suiviez. Il avait raison. J'avais vu 2 de mes poulains, 2 jeunes designers incroyablement talentueux, faire faillite l'année dernière. Ils avaient refusé mon investissement, disant qu'ils avaient trouvé une meilleure offre à la banque du Vaud. Ils avaient tout perdu. Nous aimerions obtenir votre témoignage, Madame Moreau, dit Revel. En tant qu'experte de l'industrie. Pour nous aider à comprendre comment ces prêts ont pu détruire tant d'entreprises prometteuses. Votre nom, en tant que C. Moreau, pèse lourd. Le destin, parfois, a un sens de l'ironie macabre. L'AMF ne savait pas que le C. Moreau, à qui il parlait, l'experte respectée, était la sœur du banquier véreux qu'il chassait. Il me voyait comme une alliée. Il me demandait, à moi, de leur fournir l'arme pour abattre mon propre frère. C'était l'occasion rêvée. Servi sur un plateau d'argent. Un seul mot de moi, un seul témoignage détaillé sur la façon dont ces prêts étaient structurés pour être impossibles à rembourser, et la carrière d'Aurélien serait non seulement terminée, mais il ferait face à des accusations criminelles. Et pourtant, malgré la lettre dans ma poche, malgré la colère qui bouillonnait en moi, c'était Aurélien. J'ai regardé une vieille photo encadrée sur le bureau. Une photo que maman gardait. Moi, à 8 ans, et Aurélien, à 10 ans, au jardin du Luxembourg. Il me tenait par la main pour m'aider à monter sur le poney. Nous étions une famille, un jour. Il y a longtemps. Est-ce que maman aurait voulu cela? Qu'importe ce qu'il avait fait, qu'importe le monstre qu'il était devenu, est-ce qu'elle aurait voulu que je sois celle qu'il envoie en prison? Inspecteur, ai-je dit, ma voix plus basse, plus hésitante que je ne l'aurais voulu. C'est une affaire très grave. J'ai besoin de consulter mes archives. De voir l'étendue des dégâts sur les entreprises que nous suivons. Pouvez-vous m'envoyer le dossier complet de manière sécurisée? Bien sûr, Madame Moreau. Nous vous l'envoyons immédiatement. Je l'étudierai, ai-je dit. Et je reviendrai vers vous. J'ai raccroché. Hélène était revenue et me regardait, inquiète. Des problèmes, Clotilde? Aurélien, ai-je dit. L'AMF veut mon aide pour le mettre en prison. Hélène n'a pas sourcillé. Et que ferez-vous? Je ne sais pas, ai-je avoué. Et c'était la vérité. J'étais la PDG d'un empire, mais à cet instant, j'étais juste une petite sœur. Je ne sais pas encore. J'avais le pouvoir de l'anéantir d'un seul mot. Mais ce mot me coûterait-il mon âme? Continuez à écouter, car la décision que j'allais prendre a tout changé. Le barrage a commencé ce soir-là, vers 20h. Comme Hélène l'avait prédit, ils ont appelé. La panique est une chose fascinante. Elle démolit les façades les plus solides, couche par couche, jusqu'à ce que la peur brute apparaisse. Le premier appel fut celui de Bérénice. Je n'ai même pas reconnu sa voix au début. Ce n'était pas le son flûté et arrogant que je connaissais.
C'était un cri aigu, hystérique, percé de sanglots. Clotilde. Clotilde. C'est une catastrophe. Tu ne devineras jamais. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis assise dans le fauteuil de maman, et j'ai joué l'ignorance. Bérénice? Calme-toi. Qu'y a-t-il? Tu as l'air complètement bouleversée. Ils m'ont viré, hurla-t-elle, sa voix se brisant. Valérie. Ils ont mis fin à mon contrat. Comme ça? Par email. Un email froid et impersonnel. Ils parlent de violation éthique. Qu'est-ce que ça veut même dire? C'est absurde. Je suis le visage de Valérie. J'ai laissé un long silence s'installer, la laissant mariner dans sa propre panique. Oh, Bérénice, c'est terrible. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais, pourquoi? Tu as fait quelque chose? Non. Bien sûr que non. C'est sûrement une erreur. Une horrible erreur. Mon loyer. Clotilde, mon loyer à Neuilly est dû la semaine prochaine. Mes cartes de crédit sont presque pleines. Tu dois faire quelque chose. Moi? J'ai pris un ton surpris. Mais que veux-tu que je fasse? Je ne connais personne dans ce monde-là. Tu sais bien, je suis juste dans ma boutique. Mais tu as ta boutique, dit-elle, comme si elle venait d'avoir une révélation. Tu dois connaître des gens. Des fournisseurs, des clients, n'importe qui. Tu dois m'aider. J'ai fait semblant de réfléchir. Eh bien, ai-je dit lentement, je ne sais pas. C'est un monde très différent, tu sais. Mais, écoute, si tu es vraiment désespéré, je suppose que je pourrais te trouver une place de vendeuse à la boutique? Ce n'est pas beaucoup, c'est juste le SMIC, mais... Le cri qu'elle a poussé aurait pu briser le verre. Vendeuse? Moi? Bérénice Moreau? Dans ta boutique de chiffons poussiéreux? Vendre des tissus à des vieilles peaux du 11e arrondissement? Mais tu es folle. Tu te moques de moi? Je préférerais mourir. Clac. Elle m'a raccroché au nez. J'ai posé mon téléphone. Un sourire triste. Elle n'avait pas changé. L'orgueil, même face à la ruine. Elle préférait la mort à l'humilité. Elle venait de rater son premier test. 1 heure plus tard, ce fut le tour de papa. Bertrand. Son ton n'était pas hystérique. Il était furieux. Autoritaire. L'homme qui pense que l'univers lui doit obéissance. Clotilde. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste mon nom, aboyé. Papa? Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas, a-t-il grogné. Mes lignes de crédit ont été gelées. Un problème temporaire, une erreur de la banque. J'ai besoin de liquidité. 200 000 euros. Tout de suite. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Papa, 200 000 euros? Mais je n'ai pas. Ne commence pas avec tes excuses, m'a-t-il coupé, sa voix montant d'un cran. Je sais que tu as de l'argent. Maman t'a sûrement laissé quelque chose de côté. Tu as toujours été sa préférée, la petite chose fragile. Et puis, cette boutique, tu as dû économiser pendant toutes ces années à ne rien faire. Alors tu vas me faire un virement. C'est compris? J'ai fermé les yeux. J'ai serré la lettre de maman dans ma poche. Ma décision était prise. L'hésitation que j'avais eue à propos d'Aurélien venait de s'évaporer. Papa, ai-je dit, ma voix soudainement froide, dénuée de toute émotion. Je n'ai pas cet argent. La boutique peine à joindre les deux bouts. Tu le sais. Comment ça, tu n'as pas cet argent? Il hurlait maintenant. Tu te moques de moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après la vie que je t'ai donnée. Fais quoi, papa? M'ignorer pendant 20 ans? Me traiter comme une idiote? Me dire que j'étais une déception? Il y eut un silence choqué. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Tu es une petite insolente, a-t-il bégayé, cherchant ses mots. Tu es exactement comme ta mère. Inutile. Incapable de comprendre les vraies affaires.
Toujours à jouer avec tes bouts de tissu et tes sentiments ridicules pendant que les vrais hommes gèrent le monde. Tu n'es qu'une ratée, Clotilde, comme elle. Clac. Il a raccroché. L'insulte. L'insulte finale. Pas contre moi. Je m'en fichais. Contre elle. Ma main ne tremblait plus. J'ai pris mon téléphone sécurisé. J'ai composé le numéro de l'inspecteur Revel de l'AMF. Inspecteur Revel, ai-je dit quand il a décroché. Clotilde Moreau. J'ai examiné vos dossiers. J'ai aussi consulté les miens. Je suis prête à témoigner. Je pensais que la conversation avec l'AMF serait la dernière étape de la journée. Que j'allais pouvoir boire un dernier thé et laisser la machine judiciaire se mettre en marche. Je me trompais. À peine avais-je raccroché avec l'inspecteur Revel, que mon téléphone personnel, celui que la famille connaissait, s'est allumé. Aurélien. Je m'attendais à de la panique, comme Bérénice. Ou à de la colère, comme mon père. J'ai eu droit à quelque chose de bien pire. Du calme. Un calme calculateur, serpentin. Clotilde. Ma petite sœur adorée. Sa voix était mielleuse, fausse. Aurélien. J'ai entendu dire par papa que tu avais des problèmes. Des problèmes? Non, dit-il avec un petit rire sec. Disons, un contretemps. L'AMF est un peu zélé ces derniers temps. Il s'ennuie. Mais en parlant d'ennui, je me suis ennuyée aussi, aujourd'hui. Papa m'a dit que tu refusais de l'aider. J'étais déçue. Je n'ai pas l'argent qu'il demande, Aurélien. Oh, je sais. Je sais que tu n'as pas 200 000 € qui traînent. Tu as beaucoup, beaucoup plus. Un frisson m'a parcouru. Lent. Glacial. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi, Clotilde. Je suis banquier. Je sais chercher. Je me suis ennuyée, alors j'ai fait quelques recherches. Sur toi. Sur la boutique. Et j'ai trouvé. Le groupe Moreau. Une structure fascinante. Absolument brillante. Des dizaines de sociétés écrans, des participations croisées, des holdings au Luxembourg. Et tout remonte à une petite boutique de tissus sur la rue de Charonne. C'est du génie. C'est Moreau. Clotilde Moreau. Bien joué, petite sœur. Mon cœur battait à tout rompre. Il avait trouvé. L'arrogant banquier n'était pas stupide. Il avait juste été trop arrogant pour regarder avant. Où veux-tu en venir, Aurélien? Voilà où je veux en venir, dit-il, sa voix mielleuse se transformant en un sifflement dur. L'AMF m'a contacté aujourd'hui. Ils m'ont posé des questions. Et ils m'ont dit, presque avec joie, qu'ils allaient parler à une experte de l'industrie. Une certaine C. Moreau. Je suppose que cette experte, c'est toi. Il a marqué une pause. Et je pense que tu vas leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre, n'est-ce pas? Pour te venger. Pour la robe. Pour tout. La vengeance n'a rien à voir là-dedans. Tu as escroqué des gens, Aurélien. Tu as ruiné des vies. Peut-être ricana-t-il. Des détails. Mais voilà le problème. J'ai aussi remarqué que cet héritage de maman, que tu sembles gérer seul, n'a jamais été déclaré correctement à la famille. Papa et Bérénice n'ont rien touché. Tu caches des actifs. Des milliards, dirait-on. C'est très vilain. La boutique m'appartient. Maman me l'a laissée. Peut-être. Mais le reste? Tout cet empire? Un juge pourrait appeler ça une dissimulation d'héritage. Une fraude fiscale. Un abus de faiblesse sur une femme mourante. Surtout si papa et Bérénice, le cœur brisé, décidaient de porter plainte. Le chantage. Brutal. Dégueulasse. Ce serait dommage, continua-t-il, qu'en plus de ton témoignage contre moi, l'AMF reçoive une petite note anonyme sur les pratiques fiscales, disons, créatives, de Madame C. Moreau. Ça ferait désordre, non? Il voulait que je mente à l'AMF. Que je me parjure pour le sauver. En échange, il garderait le silence sur ma fortune. Il pensait m'avoir coincé. Il pensait que j'étais sale,
comme lui. Et c'est là que j'ai ri. Ce n'était pas un petit rire nerveux. C'était un rire franc, fatigué. Un rire qui venait du plus profond de mon être. Tu ris, sa voix était incrédule. Je te tiens, Clotilde. Je peux te détruire. Non, Aurélien, ai-je dit, ma voix se transformant. Le ton de la petite sœur avait disparu. C'était la PDG qui parlait. Froide. Précise. Létale. Tu penses me faire chanter? Sur quoi? L'héritage? Tu devrais lire les documents plus attentivement. Tu es banquier, après tout. Maman ne m'a pas laissé la boutique. Elle m'a fait sa seule et unique héritière. Il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de dissimulation. Il y a un testament en béton armé, rédigé par Maître Véron lui-même. Papa et Bérénice n'ont droit à rien. Maman s'en est assurée. Elle savait qui vous étiez. Silence à l'autre bout du fil. Tu mens. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Vraiment? Demande à Maître Dubois. Oh, attends, il ne te parlera pas. Il ne parle qu'à moi. Et quant à l'AMF qui apprendrait mes secrets? Je n'ai pas de secrets fiscaux, Aurélien. Je paie plus d'impôts en un an que tu n'en as jamais vu de ta vie. Tout est légal. Tout est déclaré. Impeccable. Alors. Il bégayait, le requin s'étouffait. Alors tu n'as rien, ai-je terminé pour lui. Tu n'as absolument rien. Sauf un nouveau problème. Quel problème? Celui-ci. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone sécurisé. Hélène, vous avez eu l'enregistrement complet de la conversation? Claire et nette, Madame Moreau, répondit la voix d'Hélène depuis le haut-parleur. Quoi? Non, tu m'enregistrais? Bien sûr. Tu es banquier, tu devrais savoir que toutes les lignes professionnelles sont enregistrées. Et maintenant, cher frère, j'ai une nouvelle pièce à ajouter à mon témoignage pour l'AMF. Une petite chose délicieuse appelée « tentative de chantage sur un témoin clé ». Je pense qu'ils vont adorer. J'ai entendu un son étouffé, comme si le téléphone était tombé. Puis un cri de rage pure, animal. J'ai raccroché. J'ai regardé le téléphone. C'était fait. Le dernier lien était brisé. La convocation est arrivée le lendemain matin. Un SMS groupé, envoyé par mon père. Des majuscules qui hurlaient la panique. Réunion de famille. Urgent. Biarritz. Demain. 10 heures. Pas de s'il vous plaît. Pas de discussion. Un ordre. D'un homme qui n'avait plus aucun pouvoir. C'en était presque pathétique. J'ai soupiré. Il était temps d'en finir. Pour de bon. J'ai pris le premier vol pour Biarritz. Encore une fois. 1h30 de vol, la routine. J'ai récupéré ma fidèle Twingo au parking de l'aéroport. Je suis arrivé à la villa familiale, la somptueuse demeure surplombant la côte des Basques où j'avais grandi. La maison que papa avait construite comme un monument à sa propre gloire. Mais quelque chose n'allait pas. Le portail en fer forgé, d'habitude si imposant, était grand ouvert. La Porsche de Bérénice n'était pas dans l'allée. À la place, il y avait une vieille Clio cabossée, qui appartenait sûrement à une voisine. La porte d'entrée en chêne massif était entr'ouverte. J'ai poussé. La maison était vide. Je ne veux pas dire vide, comme dans « personne n'est là ». Je veux dire vide, comme dans « il n'y a plus de meubles ». Le grand hall en marbre, où trônait autrefois un lustre en cristal extravagant, résonnait sous mes pas. Des marques plus claires sur les murs en stuc montraient où les tableaux hors de prix, que je savais être des copies, avaient été accrochés. Des rectangles de poussière sur le parquet marquaient l'emplacement exact des canapés italiens. Ils sont dans le jardin, dit une voix. Je me suis retournée. Bérénice. Elle était assise sur la dernière marche du grand escalier, en jogging gris. Un jogging taché. Sans maquillage. Ses cheveux blonds platine, d'habitude si parfaitement coiffés, étaient tirés en un chignon désordonné. Elle avait l'air ordinaire. Et brisée. C'était la première fois que je la voyais sans son armure. Je l'ai rejointe.
Que s'est-il passé? Les meubles? Les huissiers, dit-elle d'une voix morte, sans me regarder. Ils sont venus ce matin. À 6 heures. La banque. Les créanciers de papa. Ils ont tout pris. Tout ce qui avait de la valeur. La maison. Ce n'est pas tout. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rougis, gonflés. Aurélien. Il a été arrêté. Ce matin. À son bureau à Paris. Pour fraude. Et. Elle a dégluti, et pour chantage. Elle savait. Elle ne savait pas comment, mais elle savait que c'était moi. Papa est près de la piscine, dit-elle en se levant péniblement. Il t'attend. Il dit que tu es la seule qui peut nous sauver. J'ai traversé les pièces vides. Le salon, la salle à manger. La maison de mon enfance, vidée de toute sa splendeur artificielle. Ce n'était plus qu'une coquille. C'était, triste. Je l'ai trouvé dehors. Assis sur une chaise de jardin en plastique blanc, la seule chose qui restait. Bertrand Moreau, le grand promoteur, en pantoufles et robe de chambre, regardant une piscine vide et sale, remplie de feuilles mortes. Aurélien était là aussi. J'ai eu un choc. Il n'était pas en route pour Biarritz. Il était assis par terre, le dos contre le mur de la poule à os, menotté. 2 policiers en civil, discrets, se tenaient à quelques mètres de là, près du portail, lui laissant un dernier moment. Il nous laisse régler ça en famille, dit papa d'une voix blanche, sans se retourner. L'inspecteur principal connaissait un de mes anciens associés. Il nous accorde 5 minutes. Avant de l'emmener à Paris. Papa, ai-je commencé, ne sachant que dire. Tais-toi, hurla-t-il, se levant d'un coup, sa robe de chambre s'ouvrant sur un pyjama froissé. C'est de ta faute. Tout ça. Tu as fait ça. Tu as détruit ton propre frère. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement, la colère froide de la veille revenant. J'ai juste dit la vérité. Il s'est détruit tout seul. Tu nous as détruits, cria Bérénice, qui nous avait rejoints, ses traits déformés par la rage. Non. Vous vous êtes détruit vous-même, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois, résonnant dans le jardin vide. Vous avez essayé de faire interdire maman. De me faire passer pour folle. Vous avez essayé de vendre son héritage avant même qu'elle ne soit froide. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Bérénice est devenue blême. Aurélien, au sol, a fermé les yeux. Papa m'a regardé, bouche bée. Comment tu sais, bégaya papa. Maman savait, ai-je murmuré. Elle m'a tout dit. Elle m'a dit ce que vous étiez. Elle m'a demandé de protéger son œuvre. Et c'est ce que j'ai fait. Mais nous sommes ta famille, pleura Bérénice. Nous n'avons plus rien. Regarde-nous. C'est vrai, dit papa, son cerveau de requin fonctionnant à nouveau, même dans la défaite. Il a vu une dernière ouverture. Mais il reste quelque chose. Une chose qu'ils n'ont pas prise. La boutique. Il s'est approché de moi, rampant presque, essayant de prendre un air paternel. Clotilde, ma chérie. Ma fille. Tu dois la vendre. C'est la seule chose qui nous reste. Vends-la. Pour la famille. Pour sauver ton frère. Paye sa caution. Engage un avocat. Maman l'aurait voulu. J'ai regardé Aurélien en menottes. J'ai regardé Bérénice en jogging sale. J'ai regardé mon père, l'empereur nu. Il n'avait toujours pas compris. Même au bord du gouffre, il me voyait encore comme leur dernier distributeur de billets. L'agneau sacrificiel. Non, ai-je dit. Quoi? Non. Non, ai-je répété. Le mot flottait dans l'air lourd de la côte basque. Un mot simple. Un mot de 2 lettres. Un mot que je n'avais jamais osé leur dire. Tu ne peux pas dire non. Bérénice s'est jetée en avant, ses ongles manucurés, mais ébréchés, s'agrippant à mon bras. C'est tout ce qu'il nous reste. C'est maman qui l'aurait voulu. Elle aurait voulu sauver son fils. Ne parle pas de maman, ai-je dit, ma voix si tranchante que Bérénice a lâché mon bras. Tu as perdu ce droit il y a 6 mois, dans le bureau d'un avocat. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Tu es égoïste,
a craché mon père. Une petite garce égoïste et sans cœur. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi? Qu'avez-vous fait pour moi? Ma voix a commencé à trembler, non pas de peur, mais de 20 ans de rage contenue. Vous m'avez humilié? Vous m'avez traité de raté pendant toute ma vie d'adulte? Vous m'avez offert votre pitié condescendante à l'enterrement de la seule personne qui m'ait jamais aimé? C'est ça que vous avez fait pour moi? J'ai sorti mon téléphone. Pas le vieux téléphone personnel. Mon téléphone professionnel. Le smartphone sécurisé, crypté, que Hélène m'avait donné. Vous voulez savoir ce qu'est la boutique, ai-je dit, ma voix se calmant, devenant glaciale. Vous pensez que c'est une petite échoppe poussiéreuse. Une relique. Un hobby. J'ai ouvert une application. J'ai tourné l'écran vers eux. C'était l'organigramme de ma société. La boutique, comme vous l'appelez, est la façade légale, le siège social historique du groupe Moreau. C'est M. Clotilde Moreau. C'est moi. Je leur ai montré. L'organigramme. Les filiales. Les sociétés holdings au Luxembourg, en Suisse. Les comptes bancaires. Les actifs. Vous voyez cette marque, Valérie? J'ai pointé l'écran vers Bérénice, qui avait mis une main sur sa bouche, ses yeux exorbités. Je l'ai rachetée à la barre du tribunal de commerce il y a 3 ans. Elle était en faillite. Je l'ai reconstruite. Tes chèques de paie? C'est moi qui les signais. Et Bérénice, ce n'était pas une violation éthique anonyme. C'était moi. Je t'ai viré. Personnellement. Pour ce que tu m'as dit devant l'église. Bérénice a gémi, un son horrible, étranglé. Et toi, Aurélien? J'ai tourné le téléphone vers lui, toujours assis contre le mur. L'AMF? Ils m'ont appelé en tant qu'experte. J'ai témoigné ce matin. J'ai fourni des preuves détaillées de tes prédateurs qui ont ruiné 2 de mes protégés. Et j'ai joint l'enregistrement de ta délicieuse tentative de chantage d'hier soir. Tu ne vas pas seulement être licencié. Tu vas aller en prison. Pour longtemps. Aurélien n'a pas bougé. Il a juste fermé les yeux, comme un homme acceptant la guillotine. L'un des policiers, près du portail, a légèrement hoché la tête, comme pour confirmer. Et toi, papa? J'ai fait défiler l'écran jusqu'à la dernière page. Cette maison. Les huissiers ne sont pas venus à cause de la banque. La banque n'a plus rien à voir là-dedans. Tu as fait défaut sur tes prêts il y a 6 semaines. La banque allait saisir et vendre aux enchères. Non, c'est faux, les prêts, j'avais négocié. Tu n'avais rien négocié. Tu étais fini. Et qui a racheté ta dette à la banque? Qui a racheté cette maison pour une bouchée de pain avant qu'elle ne soit mise sur le marché? Qui est le propriétaire légal de ce terrain, de ces murs, de cette piscine sale? J'ai zoomé sur l'acte de propriété. Établi au nom d'une société holding. Basque Invest. Une société appartenant à 100% au groupe Moreau. C'est ma maison, papa. Tu es assis dans ma maison. Vous êtes tous sur ma propriété. Bertrand s'est effondré sur la chaise en plastique. Le grand promoteur. Le patriarche. Le tyran. Anéanti. Mais, comment? Bérénice a chuchoté. L'argent, tout cet argent. La Twingo, tes robes, ta vie. C'est ce que maman m'a appris, ai-je dit, ma voix s'adoucissant un peu. Le vrai luxe, la vraie puissance, n'a pas besoin de se montrer. Le vrai pouvoir est invisible. Vous étiez tellement occupé à paraître riche, à louer des Porsche et à porter des costumes de marque, que vous n'avez jamais vu ce que c'était que de l'être vraiment. Tu es un monstre, a dit papa d'une voix brisée. Non. J'ai secoué la tête. Je suis le résultat de vos actions. Je suis l'exécutrice testamentaire de maman. Et maman savait qui vous étiez. Elle a passé les 20 dernières années de sa vie à tout me transférer, secrètement. Elle a créé la holding. Elle m'a appris à gérer. Elle m'a appris à me cacher à la vue de tous. Elle a tout orchestré. Pas pour me rendre riche. Pas pour voler votre héritage. Mais pour vous empêcher, vous, de tout détruire. De détruire son œuvre.
La vérité était là. Brutale. Dévastatrice. Le policier s'est avancé. Monsieur Moreau, dit-il à Aurélien. Il est temps d'y aller. Aurélien s'est levé, péniblement. Sans un mot. Il m'a regardé. Pas de haine. Pas de colère. Juste du vide. Alors qu'il l'emmenait, Bérénice s'est tournée vers moi, le visage ravagé par les larmes. Alors, c'est ça? C'est fini? Tu nous laisses? Tu nous laisses crever? Après avoir tout pris? Je n'ai rien pris, ai-je dit, fatiguée. J'ai protégé ce qui m'a été donné. Mais maman croyait au travail. Pas à la charité. J'ai regardé mon père en pyjama et ma sœur en jogging. Je ne vous sauverai pas. Mais je vais vous donner une chance de vous sauver vous-même. Ils m'ont regardé. Bérénice avec une méfiance animale, papa avec une lueur d'espoir abjecte dans les yeux. L'espoir du naufragé qui voit une planche de bois. Une chance, a répété papa, sa voix de promoteur revenant un peu. Tu vas nous aider? Tu vas réinvestir? Je ne vais pas vous aider, ai-je dit froidement, coupant court à ses illusions. Je ne vais pas vous donner d'argent. Je ne vais pas effacer vos dettes. Je vais vous offrir ce que vous ne m'avez jamais offert, une opportunité. Une chance de gagner votre vie. Mais ce sera à mes conditions. Sans négociation. C'est à prendre ou à laisser. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la partie la plus difficile. La partie que j'avais répétée avec Hélène. Condition numéro 1. Pour toi, papa. Je l'ai regardé, lui, l'homme qui m'avait appelé inutile, comme ma mère. Tu voulais cette maison? Tu peux y rester. Un soupir de soulagement a commencé à gonfler sa poitrine. Je l'ai écrasé. Mais pas en tant que propriétaire. Pas en tant que locataire. En tant que gardien. Gardien? Il a blêmi. Exactement. Tu vas t'occuper de cette maison. Gratuitement. Tu t'occuperas du jardin. Tu nettoieras la piscine. Tu t'assureras que les murs ne s'effondrent pas. Je couvrirai les frais d'entretien, l'eau, l'électricité et Hélène te versera une petite allocation pour la nourriture. Rien de plus. Tu travailleras pour garder un toit sur ta tête. Si tu te plains une seule fois, si j'entends dire que tu te vantes de ta villa à Biarritz, si tu invites tes anciens amis pour leur mentir, je te mets à la porte. Tu finiras dans un studio de 15 mètres carrés à tes frais. C'est compris? Il a dégluti. L'humiliation était totale. Le grand Bertrand Moreau, concierge de sa propre maison. Il a baissé la tête et a hoché la tête. Condition numéro 2. Aurélien. J'ai parlé en regardant le chemin où les policiers l'avaient emmené. Je ne retirerai pas mon témoignage. Il ira en prison. La justice doit passer. Il a ruiné des gens. C'est non négociable. Clotilde, a crié mon père. C'est non négociable, ai-je répété. Mais, et c'était le « mais » qui m'avait coûté des nuits de sommeil, quand il sortira, il aura besoin de se reconstruire. Le fonds fiduciaire de maman, que je contrôle, financera une association de réinsertion pour les anciens détenus. S'ils acceptent de l'embaucher comme bénévole, pour trier des dossiers ou nettoyer les sols, je doublerai ma donation annuelle. Il apprendra ce que c'est que de travailler pour rien. Pour les autres. Et moi? Bérénice a demandé, sa voix tremblante. Elle avait peur. Pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment peur. Tu m'envoies en prison aussi? Non. Pour toi, j'ai quelque chose de bien plus adapté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as dit que tu préférais mourir que d'être vendeuse. J'espère que tu n'étais pas sérieuse. Parce que je te propose pire. Pire, a-t-elle chuchoté. Lundi. 8h du matin. La Tisserande, rue de Charonne. Pas en tant que vendeuse. Tu n'es pas qualifiée. En tant que magasinière. Tu vas nettoyer l'entrepôt. Tu vas décharger les camions de tissus. Tu vas passer le balai dans l'arrière-boutique. Tu vas apprendre à faire un inventaire. Pour le SMIC, salaire minimum. Comme tout le monde. Elle m'a regardée, horrifiée.
Nettoyer? Moi? Avec mes mains? Dans un entrepôt? Tu plaisantes. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. C'est ça ou la rue, Bérénice. Tes cartes sont bloquées. Ton appartement à Neuilly est en cours de saisie par mes avocats pour couvrir une partie de tes dettes envers Valérie. Tu n'as nulle part où aller. C'est ça, ou le trottoir. Elle a explosé. C'était sa dernière cartouche. La rage. Tu es une garce. Une horrible, misérable garce. Tu te venges. Tu nous humilies. Maman aurait honte de toi. Non, ai-je dit calmement, en remettant mon téléphone dans ma poche. Maman aurait été fière. Elle croyait à la dignité du travail. C'est à vous de la trouver. Tu as jusqu'à lundi, Bérénice. 8 heures, si tu n'es pas là, Hélène a pour instruction de t'effacer du système. Définitivement. Je me suis retournée pour partir, mais pas résonnant sur la terrasse vide. 3 jours plus tard, c'était lundi. J'étais à la Tisserande depuis 6 heures du matin. Hélène et moi préparions les commandes pour l'Asie. L'air était tendu. 7h50, 7h55. À 8h01, la cloche de la porte a sonné. Bérénice était là. Pâle, les yeux cernés. Elle portait un jean et un sweatshirt qui ne lui allaient pas. Elle avait dû l'acheter chez H&M, l'humiliation suprême pour elle. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé le sol. Le balai est dans le placard du fond, a dit Hélène, sans lever les yeux de son ordinateur. Bérénice a pris le balai et, en silence, a commencé à nettoyer l'entrepôt. Cela a duré 2 semaines. 2 semaines de silence et de balayage. Puis, un après-midi, Hélène m'a appelé dans le bureau. Elle avait l'air grave. « Regarde ça », dit-elle en montrant l'écran de la caméra de sécurité de l'entrepôt. Je l'ai vu. Bérénice. Elle pensait être seule. Elle a pris une écharpe en soie magnifique, un prototype à 500 €. Elle l'a regardée, a regardé la porte, puis l'a glissée dans son sac. Elle volait. Mon cœur s'est serré. Elle n'apprendrait jamais. Hélène est sortie du bureau. Bérénice. Videz votre sac. Le visage de Bérénice s'est décomposé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La caméra, idiote, dit Hélène, en montrant le dôme noir au plafond. Elle a des caméras partout. Bérénice a sorti l'écharpe. Et soudain, elle s'est effondrée. Assise par terre, au milieu de la poussière et des rouleaux de tissu, elle a pleuré. Pas des larmes de crocodile. De vrais sanglots. Je ne sais pas faire, a-t-elle crié. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais qu'être jolie et prendre des choses. Je suis une ratée. Une vraie ratée. C'était la première chose vraie, la première chose honnête, qu'elle disait depuis 20 ans. J'ai regardé Hélène. Hélène m'a regardé. Je suis sortie du bureau. Bérénice a sursauté en me voyant. Je lui ai tendu un mouchoir. Tu as raison, ai-je dit. Tu es une ratée. Pour l'instant. Je lui ai montré l'écharpe. Tu vois ça? Tu sais pourquoi elle vaut 500 €? Parce que, c'est de la soie? Non. À cause des coutures. À cause du poids. À cause de la façon dont la lumière la frappe. À cause du travail de l'artisan. Tu n'y connais rien. Mais tu peux apprendre. Je lui ai repris le mouchoir. Maintenant, lève-toi. Et retourne au travail. Demain, 8 heures. Et si tu voles encore une fois, Bérénice, je te jure que je te ferai arrêter. C'est ta dernière chance. Elle m'a regardée, stupéfaite. Elle s'est levée. Elle a remis l'écharpe à sa place. Et elle a repris son balai. 1 an a passé. La vie a une façon étrange de se rééquilibrer. L'Empire, mon empire, le groupe Moreau, n'a jamais été aussi prospère. La presse, après la révélation de mon identité lors du procès d'Aurélien, m'a surnommé le fantôme de la rue de Charonne. Le génie caché de la mode. Ils adorent l'histoire, la fille sous-estimée qui dirigeait tout depuis une boutique de quartier. La vérité est toujours plus fascinante que la fiction.
Mais l'Empire n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. L'Empire tourne sans moi. Hélène et mes équipes gèrent. Je suis à la Tisserande. La boutique est ouverte. Elle sent toujours le thé Earl Grey et le lin. Elle restera toujours ouverte. C'est mon encre. C'est le cœur de maman. J'ai reçu une lettre aujourd'hui. L'enveloppe était fine, le papier de mauvaise qualité. De la prison de Fleury-Mérogis. D'Aurélien. Il a été condamné à 3 ans, réduit à 18 mois pour bonne conduite et coopération. Il ne s'est pas excusé. Pas vraiment. Ce n'est pas son genre. Il n'a jamais su dire « pardon ». Mais il a écrit quelque chose qui m'a touché. Ils m'ont mis à l'atelier de couture ici. Pour fabriquer des uniformes pour les autres détenus. Je détestais ça au début. C'est un travail de femme, je pensais. Mais l'autre jour, la machine principale est tombée en panne. Une vieille pfaff. Personne ne savait la réparer. Je l'ai démontée. J'ai compris la mécanique. Je l'ai réparée. La façon dont les engrenages s'emboîtent, le mécanisme de la tension du fil, c'est logique. C'est calme. Maman aurait aimé ça. Ce n'était pas des excuses. Mais c'était un début. Papa est toujours à Biarritz. Il est devenu le meilleur gardien de la côte. Il m'envoie des photos parfois. Pas de lui. Pas de la maison. Des photos du jardin. Les rosiers de maman, ceux qu'il avait laissés mourir pendant 20 ans, sont en fleurs. Il les a taillés, soignés. Il les a sauvés. La semaine dernière, il a envoyé une photo d'une rose particulière, une impératrice Farah, avec une seule phrase, « Elle sente comme elle ». Et Bérénice ? Clotilde. Sa voix me tire de mes pensées. Elle n'est plus aiguë. Elle est fatiguée, mais forte. La cliente de 14 heures est là. Madame Dubois. Elle veut voir les nouveaux cachemires d'Écosse. Et arrête de rêvasser dans ton bureau, le stock du bas ne va pas se ranger tout seul. Je ne suis pas ton esclave. Je souris. Bérénice est toujours là. Elle n'est plus magasinière. Je l'ai promue il y a 6 mois. Elle est vendeuse. La meilleure que j'ai. Elle est terrible avec moi. Elle me donne des ordres. Elle est grincheuse. Elle déteste son uniforme, qu'elle a elle-même redessiné, et il est plutôt pas mal. Mais elle est là, tous les jours, à 8 heures. Et la semaine dernière, je l'ai vue, à travers la caméra de sécurité, je l'ai gardée, on ne sait jamais. Je l'ai vue passer 1 heure entière avec une dame âgée qui ne savait pas quel fil choisir pour une tapisserie. 1 heure. Bérénice, qui n'avait jamais eu 1 minute pour personne. Elle lui a expliqué les nuances de couleur, la résistance du fil. Avec patience. Elle n'a pas levé les yeux au ciel une seule fois. Elle n'a pas changé. Pas vraiment. Mais elle évolue. Je ne suis pas leur héroïne. Je ne suis pas leur sauveuse. Je suis leur sœur. Je suis celle qui leur a dit la vérité. Celle qui les a forcés à se regarder dans le miroir, sans leur costume et leur voiture de location. Les ai-je pardonnés ? Non. Le pardon est un mot trop simple pour des décennies de cicatrices. On ne pardonne pas d'avoir essayé de faire interner sa mère mourante. Mais j'ai arrêté de les détester. Mon héritage est en sécurité. L'œuvre de maman est protégée. C'est tout ce qui compte. Je dirige un empire de plusieurs milliards d'euros depuis l'arrière-boutique de ma mère, mais je conduis toujours ma Twingo. Elle me rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle conduit, mais à ce qu'elle construit. Et à ce qu'elle protège. Mon nom est Clotilde Moreau. Ma famille m'appelait la ratée. Le monde m'appelle un génie caché. Maman m'appelait juste ma fille. Et à la fin, c'est le seul titre qui ait jamais compté. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Et vous ? Avez-vous une histoire de famille compliquée ? Croyez-vous aux secondes chances, ou pensez-vous que certaines personnes ne changent jamais, peu importe les épreuves ? Partagez vos pensées et vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. J'ai construit ma vie sur l'écoute des histoires des autres, et les vôtres sont tout aussi importantes que la mienne. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette colère, cette tristesse et peut-être cette petite satisfaction à la fin,
merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez vraiment nous aider à partager plus d'histoires comme celle-ci, cliquez sur ce bouton hype. Cela fait une énorme différence. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, ce n'est pas parce que les gens ne voient pas votre valeur que vous n'en avez pas. À la prochaine fois.